vous avez été très nombreux à nous poser des questions concernant divers aspects d'une carrière professionnelle, mais également de l'école, de la formation. Questions destinées donc au parrain de promotion, Jean-Paul Villot, que je remercie une nouvelle fois pour son investissement au sein de la promotion. Alors, vous avez donc accepté de répondre à ces questions sous cette forme d'interview. On va aborder cela en trois thèmes. Le premier sur l'école et la formation. Le deuxième sur le rôle de l'ingénieur aujourd'hui dans la société. Et puis ensuite sur finalement la carrière, les choix de carrière. Puisque vous avez, je dirais, vous êtes le miroir, puisque nous, jeunes diplômés et futurs diplômés, avons énormément de questions et un petit peu aussi de pression. Et vous avez les arguments et l'expérience pour nous éclairer. Alors, avant cela, une question s'impose d'elle-même. Vous êtes un ancien de l'école, promotion 65, très investi toujours dans la vie de l'école. Vous êtes notamment, on va dire, bienfaiteur, un grand donateur de l'école. D'ailleurs, cette salle où nous nous trouvons porte votre nom, en cet honneur. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vous appliquer toujours autant dans la vie de l'école? D'abord, bonjour, et je veux dire que je suis à la fois heureux et honoré d'être le parrain de la promotion 2011. Alors, qu'est-ce qui me motive à collaborer avec l'école, à participer à un certain nombre de projets de l'école? Tout simplement, je pense que pendant une bonne partie de sa vie, on a l'impression qu'on est la somme de tout ce qu'on a reçu et ce qu'on a su recevoir. Et puis avec l'âge, on se rend compte que non, on est essentiellement la somme, et on sera la somme de ce qu'on a su donner et voulu donner. Bien sûr, j'ai beaucoup reçu de l'école des mines à une époque, et maintenant, j'ai simplement l'envie de donner. Ce faisant, ce qu'on découvre, c'est qu'on prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et que donc mon geste, il est plus sans doute égoïste qu'altruiste. Vous avez eu une carrière très riche dans le domaine du traitement de l'information, au sens large, et vous avez eu l'occasion de côtoyer des personnes issues de milieux très différents. Avec ce regard en arrière sur votre carrière, est-ce que vous êtes a posteriori satisfait de la formation que vous avez reçue à l'école? La réponse est définitivement oui, mais on va la mettre un peu en perspective. Le système français des grandes écoles est très particulier et commence par ces 2 ou 3 années de préparation qui sont des années de travail en silo, en isolement, sur des thèmes très précis et bien sûr dans un domaine où les questions sont préparées et le travail ne consiste qu'à trouver des solutions aux questions. Chacun sent bien que la vraie vie est notoirement différente, qu'il s'agit de communiquer, de convaincre, d'être multidisciplinaire. Et au fond, ce qui reste de la top aujourd'hui, c'est jamais que 2 valeurs fortes qui sont le travail et la rigueur. On n'a pas de travail pour rien. Pour faire court et revenir à l'histoire de l'école, la réforme Schwartz n'avait pour but que, en fait, de prendre des topins et d'utiliser ces 3 années pour les rendre adaptés au monde réel, au monde de la réalité professionnelle. Je pense qu'à l'époque, les autres écoles d'ingénieurs étaient essentiellement des prolongements de la top. Sans doute un peu plus multidisciplinaire, avec un peu moins de pression, mais c'était une top prime. Et donc, le jour où nous sommes rentrés sur le marché du travail, je pense que nous avions un potentiel considérable d'adaptabilité, d'ouverture, de confiance en nous, voire même d'arrogance, nettement supérieure à la moyenne, et je pense que ça a facilité le début de notre carrière. Tout ceci s'estompe, bien sûr. Et aujourd'hui, il en reste quelque chose, mais sans doute pas l'essentiel. Ceci étant dit, oui, en début de carrière, ça a été une valeur ajoutée considérable. Alors vous l'avez dit, dans les années 50-60, l'école des mines de Nancy a été un petit peu pionnière dans sa façon de réformer la formation. Depuis,
l'ensemble des écoles d'ingénieurs en France ont énormément changé, en particulier au point de vue de la formation. Est-ce que vous pensez que la situation des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, et de Nancy en particulier, soit comparable avec celle que vous avez connue en 1965? Oui, c'est vrai que toutes les écoles d'ingénieurs ont évolué, et en gros dans le sens de la réforme Schwartz de l'époque. Certaines ont même, après ça, fait machine arrière. Et toutes ont aussi évolué, y compris les mines de Nancy, dans de nombreux domaines. Pour les mines de Nancy, je pense à l'internationalisation, je pense aux technologies de la communication et de l'information appliquées à la pédagogie, je pense à l'esprit d'entreprise. Mais au total, je pense qu'aujourd'hui encore, les mines de Nancy ont plus dans leur ADN que beaucoup d'écoles, le souci de l'humain pour faire court, et je crois que ça reste une vraie caractéristique de l'école. Ça prend des formes tout à fait différentes et nouvelles, une chère innovation, Artem dans certains de ses aspects, des tas d'autres choses nouvelles, mais au fond, oui, je pense que les mines ont dans leur ADN encore quelque chose de différent. Les mines de Nancy, très récemment, ont connu de nombreux changements. Le premier, évidemment, le déménagement ici sur le campus Artem, donc avec cette réunion de l'école des mines, de l'ICN et de l'école des Beaux-Arts. Également la recréation de l'Université de Lorraine. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation actuelle? La nostalgie n'est pas de mise. En fait, l'école a toujours vécu aux confins de nombreux réseaux. Réseau des grandes écoles, réseau des écoles des mines, réseau de recherche internationaux sur des thèmes particuliers, réseau avec d'autres écoles des mines de par le monde. La situation d'aujourd'hui n'est jamais qu'une continuité de cette multi-appartenance. En fait, cette multi-appartenance, elle a un vrai intérêt, une vraie richesse, c'est la diversité, c'est l'ouverture. Elle a aussi ses contraintes, et le tout, c'est que la diversité ne soit pas plus que compensée par les contraintes et pose des problèmes. Alors je crois qu'on peut prendre un exemple aujourd'hui, qui est l'Université de Lorraine, qui est le changement le plus récent. Effectivement, il semble que l'Université de Lorraine pose un certain nombre de problèmes administratifs, pas simples. Mais quand on pense à l'ouverture que l'appartenance à l'Université de Lorraine fait vers un monde scientifique considérable dans la région de Nancy, quand on pense par exemple à la proximité fonctionnelle et géographique de l'Institut Jean Lamour, on se dit que oui, il y a une richesse considérable et que ça vaut vraiment la peine de l'explorer et de l'exploiter. Je crois que beaucoup d'écoles d'ingénieurs par le monde envieraient cette proximité et cette possibilité. La difficulté, je l'ai dit, c'est richesse plus forte que contrainte. C'est un problème, c'est surtout le problème aujourd'hui de la direction de l'école. Je crois que c'est possible et je crois qu'on y arrivera. Alors, revenons à cette question de formation et à son adéquation avec le marché de l'emploi. On parle beaucoup aujourd'hui de défendre notre diplôme Mines Nancy. Quels sont pour vous les avantages de ce diplôme dans une entreprise et de quelle manière l'école y est-elle perçue? Pendant les 10 à 15 dernières années, la fameuse hiérarchie des grandes écoles s'est, je trouve, beaucoup diluée. Disons que l'X reste encore un cas à part, mais derrière l'X, il y a une quinzaine, une vingtaine de grandes écoles. Je pense aux écoles centrales, je pense aux trois mines, je pense au pont, je pense aux télécoms, dont on peut dire que le diplôme n'est pas définitivement différenciant. Il faut ajouter à ça que, au fur et à mesure que la France, hélas, se désindustrialise, les jobs offerts à des anciens des mines sont de plus en plus des jobs qui sont de l'audit, du consulting, du marketing, de l'internet, du big data, et que là, on rencontre non seulement des ingénieurs, mais aussi un certain nombre de grandes écoles de commerce, dites de commerce, business schools, et la concurrence s'élargit de façon évidente. On pourrait en parler, parce que la concurrence des business schools est un vrai sujet. Mais au total, entre toute cette population-là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est d'abord la personnalité du candidat.
Et c'est ce qui pèse et de beaucoup le plus lourd. Et ça peut être aussi l'expérience, bien sûr, option, année de césure, stage. Est-ce que, dans ce contexte-là, la particularité des mines dont on a déjà parlé, qui est ce souci humain, est connue? Pas vraiment. Ceci étant dit, il y a des entreprises qui, au cours d'un entretien d'embauche, seront sensibles au fait que, au mines de Nancy, on sait travailler en groupe, on est sensible à la notion de groupe, on est sensible à la notion de communication, et ces entreprises sont sans doute des entreprises auxquelles il faut prêter attention, car ces critères sont des critères de long terme. Celles qui réfléchissent à une option ou à un stage et qui pensent gagner 3 mois en prenant quelqu'un qui a cette expérience se trompent sans doute parce que l'enjeu il n'est pas à 3 mois. Voilà. Alors dans moins de 3 mois, nous serons diplômés et entrons sur le marché de l'emploi, avec finalement comme seule référence notre diplôme Mines Nancy et cette formation. On a énormément de projets professionnels, mais après 10 ou 15 ans de carrière, que va-t-il rester finalement de ce diplôme? La première réponse spontanée, c'est dire formellement, il en reste presque rien. Et je voudrais vous donner un exemple. Je suis parti d'un club qui s'appelle Trèfle. On est 15 patrons d'entreprises de la taille de Néopost, je pense à Bureau Veritas, Nexity, ce genre de société. On se rencontre 3 ou 4 fois par an depuis 10 ans. Et en réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte que parmi ces 15 collègues, eh bien, il y en a 2 dont je connais l'école d'origine, et les autres, je l'ignore totalement. Je crois qu'au bout de 10 ou 15 ans, dans le monde professionnel, tout ça disparaît, ou disparaît à peu près. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en reste rien. Et je pense que l'ADN dont on parlait, il reste, et il reste pour moi profondément. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est que je pense que, bien sûr, au sens de la formation de ma personnalité, au sens d'un certain nombre de convictions, je les dois aux mines de Nancy. Et bien sûr, ça reste, et ça restera. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il reste des réseaux? Est-ce que le réseau des mines fonctionne? D'abord, la majorité des anciens aujourd'hui se désintéressent du réseau des mines et des anciens des mines. Il existe une minorité active de gens qui cultivent l'appartenance, les réseaux, qui les cultivent, qui y travaillent et qui en bénéficient un peu aussi. Je dis c'est possible, mais c'est une minorité. Alors passons, si vous le voulez bien, au deuxième thème de cette interview, à savoir le rôle de l'ingénieur dans la société. Durant les 30 dernières années de votre carrière, si je puis dire, vous avez assumé des postes à la direction générale ou à la présidence d'entreprises, notamment chez Néopost, entreprise de traitement d'informations, des documents, des colis. Vous avez donc eu de postes réellement managériaux. Aujourd'hui, diriez-vous qu'un ingénieur des mines est plus un scientifique ou un manager? D'abord, j'aime bien la question sous la forme scientifique ou manager, ce qui veut dire que on exclut les rôles de gestionnaire ou les rôles de gens dont la fonction serait de perpétuer une situation. Moi, je pense que quand on sort des mines de Nancy, on est apte et on a en quelque sorte l'obligation de fabriquer de l'avenir. Fabriquer de l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire pour un scientifique? Ça veut dire fabriquer du savoir. C'est-à-dire trouver quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour un ingénieur ou un manager? Ça veut dire créer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux process, optimiser l'approche d'un marché. Ça veut dire travailler à faire en sorte que demain soit meilleur pour l'entreprise et au-delà pour la société qu'aujourd'hui. Voilà, donc je crois que ce terme de fabriquer de l'avenir me paraît un vrai challenge qu'il faut avoir à l'esprit. Alors maintenant, la question scientifique versus manager, je voudrais la reposer sous la forme de carrière de spécialité, carrière de spécialiste, versus carrière de manager. Les deux sont possibles. Une carrière de spécialiste, pour le scientifique, je crois qu'il faut l'avoir quand on sort des mines de Nancy, avec cette ambition d'être un spécialiste au niveau mondial. Et on peut faire des carrières passionnantes
dans ce domaine-là. Il faut simplement savoir que c'est très difficile de rester à la pointe d'un domaine pendant 40 ans et qu'une vraie carrière de spécialiste a en général une difficulté à se maintenir sur le long terme. Voilà. Mais le reste, effectivement, c'est la carrière de manager et je suis à peu près convaincu que la majorité d'entre vous se retrouveront sans trop tarder dans des rôles de manager. Alors, vous avez également connu donc, de grands succès en tant que manager, notamment chez Neopost. Vous avez dirigé cette entreprise pendant 10 ans et sous votre présidence, vous avez notamment introduit la société en bourse et le cours a été multiplié par 8 en 8 ans. Vous avez également triplé le chiffre d'affaires et rétabli, puis fortement augmenté la rentabilité. Avec cette expérience, quelle est selon vous la clé de la réussite en tant que manager? Vaste question. Je crois d'abord qu'il faut dire que la top, les critères de sélection, la formation que vous avez eue à l'école, sont autant d'éléments qui vous préparent, même si on ne le dit pas, à être manager, à être leader. Je crois même que c'est la différence majeure entre un cursus de grande école, comme les mines de Nancy, et un cursus universitaire. C'est là le delta, c'est là la différence. Il y a une première question qui vient à l'esprit, puisque on est destiné à devenir des managers en moyenne, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul cours, une seule discipline management aux mines de Nancy? Et je dis tout de suite, c'est absolument pas un problème. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Les thèmes qui sont ceux de l'école sont apprendre à apprendre, sont multidisciplinarité et sont dimension humaine. Et ces trois thèmes-là, c'est les bases qu'il faut détenir pour pouvoir réussir dans la vie. Alors, sur comment accéder au management et quels sont les critères, une autre remarque de base que je pourrais faire, c'est que oui, la plupart d'entre vous serez manager, je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Une carrière, ça commence par une compétence, une vraie compétence reconnue dans un domaine. Et c'est quand vous vous sentirez très à l'aise dans cette compétence, quand vous serez reconnu comme tel, que soit vous manifesterez votre souhait d'avoir la responsabilité de management, soit votre environnement, votre management vous proposera à ce moment-là. Il y a une maturation il faut la laisser se faire, et en fait, ça se passera. Alors maintenant, si on vient à l'acte de management proprement dit, là aussi il faut démystifier. Il y a beaucoup d'écoles qui s'appellent de management, et quand on sort avec 3 concepts de marketing, un peu de finance et de contrôle de gestion, on s'habille en manager. Non, c'est absolument pas ça. Je crois qu'il y a deux grands critères. Le premier, c'est la multidisciplinarité. Je vais donner je pense que, au fond, plus les responsabilités se grandissent, plus le spectre des compétences ou des domaines sur lesquels on a à intervenir est large. Prendre mon exemple personnel, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus compétent en communication financière, en montage financier d'un projet, en droit de la concurrence, par exemple, qu'en problème technique. Ça me paraît évident. Mais c'est venu naturellement, il y a du travail, il ne faut pas avoir peur, apprendre à apprendre, on en est là, et ça viendra. La deuxième dimension, beaucoup plus délicate, c'est la dimension humaine. Elle est délicate parce qu'elle touche au comportement de chacun. Et parce qu'elle touche au comportement, elle vous fait vous poser des questions. Et ces questions sont naturelles. Et ceux d'entre vous qui se posent le moins de questions aujourd'hui sur leur comportement en tant que manager sont ceux qui auront les problèmes les premiers. Ça me paraît tout à fait évident. Alors, comment appréhender le problème du comportement d'un manager? Voilà, moi j'ai une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. Quand on se demande qu'est-ce dont on rêve comme patron, comme manager, on rêve de quelqu'un qui discute avec vous d'objectifs, qui resitue ses objectifs dans une stratégie plus globale de l'entreprise, qui se met d'accord avec vous sur la mesure du succès à l'égard de ces objectifs, et qui, une fois que c'est fini, commente objectivement les résultats, et qui, entre-temps, bien sûr, vous a aidé. Voilà.
Et si vous avez un patron comme ça, vous allez être heureux. Eh bien, vous avez la feuille de route du comportement que vous devez avoir en tant que manager. C'est aussi simple que ça. Aussi simple, peut-être pas tout à fait, parce qu'il y a d'autres dimensions. Il y en a une ou deux que je voudrais ajouter, au moins une qui est celle du leadership de groupe. Là, j'ai évoqué le management en one-to-one. Le leadership de groupe est un peu différent, puisqu'il s'agit de faire en sorte que des gens travaillent sous votre contrôle ou sous votre direction, ensemble, communiquent ensemble, soient coordonnés, soient heureux de travailler ensemble et fonctionnent bien. Et ça, c'est du leadership. C'est du leadership qui n'a rien à voir avec le leadership du type tribun ou orateur brillant. Ça peut être totalement différent, c'est pas incompatible, mais ça peut être totalement différent. C'est fondamental. L'alchimie est un peu compliquée. Quand je dis tribun et pas forcément, je vous donner un exemple très actuel de ce que je considère de ce point de vue-là comme un exemple de manager. C'est quelqu'un qui s'appelle Didier Deschamps. Eh bien, je suis désolé de le dire, je pense que Didier Deschamps n'aurait pas été élu président du bureau des élèves des mines de Nancy, et pourtant, je le prends pour un vrai manager. Voilà. Alors, la clé pour accéder à ces qualités, c'est encore une fois écoute, c'est encore une fois vision. En gros, pour résumer, c'est donner du sens à ce que font les gens qui travaillent avec vous. Du sens à la fois en termes de signification et en termes de direction. Vaste programme, passionnant, bonne chance. Alors on va passer à notre troisième et dernier thème, le déroulement de carrière. Alors aujourd'hui, vous n'avez plus de rôle opérationnel chez Neopost, néanmoins vous continuez d'avoir des activités, notamment dans des fonds d'investissement où vous siégez au conseil de surveillance. Et vous avez également, à titre personnel, décidé d'investir et de coacher des startups, dont l'une d'elles a été fondée par un ancien élève des mines de Nancy. Aujourd'hui, pensez-vous que ce soit une bonne idée de créer une entreprise en France? Je suis un ardent défenseur des startups à la française. Après l'épisode des pigeons, qui a été un peu douloureux, finalement, le résultat est, de nombreux points de vue, très positif. Si on parle de financement des startups, par exemple, il y a des tas de choses comme le Fonds national d'amorçage, comme le crédit impôt de recherche, des choses très techniques. Mais quand on fait la somme de cet ensemble de choses, oui, financièrement, les startups sont aidées, peuvent être aidées. Quand on parle, par exemple, du statut fiscal des entrepreneurs ou même des investisseurs, il a été notoirement amélioré. Si on parle de l'environnement, il y a aujourd'hui de nombreux pôles de compétitivité qui commencent à être de vrais lieux d'accueil pour les startups. Les pépinières poussent rapidement. La notion d'entreprendre est en train d'entrer dans la culture de l'essentiel des grandes écoles, pas tout à fait encore l'université. Et tout ça avance très bien. L'entrepreneur, vraiment très bonne nouvelle, est désormais reconnu et apprécié en France. Tout ça, oui, je pense que les conditions sont favorables. Favorables au point que, quand on les compare aux conditions européennes, disons Angleterre, Allemagne, je pense que oui, aujourd'hui, on est très compétitif. Quand on les compare aux conditions américaines, on est aussi compétitif. On a, par rapport aux États-Unis, un grave problème qui est que les États-Unis, sur toutes les technologies nouvelles, représentent 50% du marché mondial et que donc l'amorçage d'un projet est beaucoup plus rapide et prend rapidement une dimension plus grande. Mais oui, je pense que c'est un vrai point fort pour la France. Dans le domaine du marketing sur Internet que j'ai regardé de près, dans les 2 ans passés, il y a 2 startups françaises qui ont été valorisées à plusieurs centaines de millions de dollars. Je parle de Criteo, je parle de Neolan. Au dernier Consumer Electronics Show aux États-Unis, sur 6 entreprises, 2 entreprises françaises ont été primées en matière d'objets nomades. Oui, il se passe des choses. Et je voudrais rajouter d'ailleurs que je prends plaisir à aider les startups et que tout entrepreneur ou toute entrepreneuse de la promo 2011 qui penserait que je peux lui être utile
qui me fasse signe, ce sera avec grand plaisir. Le message est passé. Alors, vous avez occupé diverses fonctions tout au long de votre carrière et changé plusieurs fois d'entreprise. Vous avez également fait très tôt le pari de partir à l'étranger, Mexique, Irak, Pays-Bas. Dans la perspective d'un déroulement de carrière, nous nous posons beaucoup de questions sur les orientations à prendre et surtout la prise de risque. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Oui, je crois qu'il faut d'abord dire qu'une carrière réussie, ce n'est pas une carrière où on devient PDG et de préférence vite PDG. C'est une carrière où, à chaque poste qu'on a dans sa vie, on a l'impression de contribuer et on est reconnu pour ça. Et en fin de compte, un poste dans lequel on est heureux. Je ne dis pas on est confortable, parce que s'il n'y a pas un peu d'adrénaline, ça devient dangereux, mais un poste dans lequel on se sent heureux. Le critère le plus basique et le plus bête, c'est quand on va au travail le matin, soit on a envie d'y aller, soit on n'a pas envie d'y aller. Quand on n'a pas envie d'y aller, il faut commencer à se poser des questions, c'est clair. Alors, à partir de là, comment faire pour évoluer dans sa carrière et comment prendre des risques et quel type de risque prendre. Je crois que j'ai un peu déjà évoqué le problème. Je crois qu'il ne faut pas pousser au risque et qu'il faut à chaque fois que soit on est sollicité, soit on a envie d'être sollicité, on soit proactif, on défende sa position et on prenne son risque. Rien ne viendra sans risque, rien ne viendra en bousculant, en voulant trop bousculer. En ce qui me concerne, mais pendant la première partie de ma carrière, j'ai changé tous les 2 ou 3 ans de job, pas de société, mais de job, chaque fois pour prendre un défi qui m'inquiétait un peu, mais qui me paraissait raisonnable. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, j'allais dire, pratiquement naturellement. Une autre remarque, peut-être, surtout en première partie de carrière, dès qu'on a l'impression qu'on n'apprend plus rien dans un poste donné, là aussi, il faut se poser des questions. Alors pour conclure, si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à un jeune diplômé, quel serait-il? Vous connaissez ce poème de Corneille qui dit « Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, dites-vous bien qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. » C'est l'histoire d'un monsieur acariâtre et acerbe qui prodigue ses conseils à une jeune et belle dame. Tristan Bernard a rajouté 2 vers de conclusion à ce poème qui sont des vers de réponse de la marquise. Tout ça vous le connaissez sans doute puisque Brassens a chanté tout ce poème. Et ces 2 vers sont j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pu vous prodiguer tous les conseils du monde, et on pourra vous prodiguer tous les conseils du monde, mais que c'est votre envie, votre enthousiasme, votre insouciance, votre inconscience, vos doutes qui feront votre succès. Et c'est là-dessus qu'il faut compter essentiellement, plus que ce que vous trouverez dans une vidéo que j'ai eu au demeurant beaucoup de plaisir à faire avec vous. Eh bien, Monsieur Villot, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de vous être déplacé jusqu'à Nancy pour répondre à ces questions. Vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui a été dit dans cette vidéo et envoyer des questions supplémentaires à Monsieur Villot qui pourra y répondre cette fois-ci par écrit durant l'été. Je vous laisse le mot de la fin. Merci Paul, ça a été un grand plaisir de discuter avec toi d'une part et de m'adresser à la promotion 2011 d'autre part, que j'aurai le plaisir de revoir aux alentours des fin septembre si je me souviens bien. Donc à bientôt, bonnes vacances.